Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Camus, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président à l'alimentation de la métropole de Lyon. Alors ce week-end, ce sera un week-end où on verra des moutons dans l'agglomération lyonnaise pour la petite transhumance. Qu'est-ce que c'est que cette opération? C'est avant tout une opération de communication ou ça a une vraie utilité? Ouais, c'est une opération de mise en valeur d'un travail que la bergerie urbaine organise toute l'année, en fait, en pâturant quasiment sur 12 hectares de prairies toute l'année dans 30 communes de la métropole. C'est 600 ou 700 km parcourus annuellement. Et tous les ans, depuis maintenant 3 ans, il y a cette opération qui met en valeur ce travail-là et surtout qui permet aux habitants d'être encore plus en contact avec les moutons qui pâturent habituellement à côté de leur cité, en fait. Donc dans le reste de l'année, ils le font plus discrètement. Ils le font plus discrètement, mais surtout, il y a cette approche intéressante où là, on est sur 5 jours, 3 nuits, avec des animations qui sont prévues tout au long du parcours. On invite les habitants à suivre la transhumance, donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'ils ne font pas habituellement. Et on voit l'appétence 3 ans de suite. Chaque année, c'est de plus en plus d'habitants qui viennent à la rencontre de ces moutons. Et on voit le lien qui se crée entre les animaux, en particulier avec les enfants. C'est assez fabuleux. Moi, j'étais à le lancement avant-hier de la transhumance. Ben oui, on voit tout de suite le lien assez exceptionnel qui peut exister entre un animal et un enfant qui découvre pour la plupart la première fois des moutons d'ailleurs. Et vous expliquez aux enfants que ces moutons, ils donnent des agneaux qu'on peut d'ailleurs acheter et consommer dans l'agglomération. Ben oui, mais c'est aussi ça l'aspect pédagogique de montrer que c'est une activité agricole et on a voulu d'ailleurs cette année que cette transhumance elle soit vraiment orientée sur la rencontre du monde agricole. Donc cette transhumance, elle va aller de ferme en ferme, d'espace naturel en espace naturel. Et c'est aussi pour renouer un lien entre les producteurs, que ce soit des producteurs de viande, de fruits, de légumes, et les habitants, et de leur montrer que en bas de chez eux, il y a des gens qui travaillent tous les jours pour fournir de l'alimentation et de la bonne alimentation. Donc voilà, c'est une façon aussi de dire manger plus local sur la métropole de Lyon. Donc on a commencé par la viande, on va faire un menu complet dans cette interview puisqu'on passe au jardin collectif. Depuis le début du mandat, vous avez dépensé 400 000 euros pour développer 26 jardins partagés qui permettent de faire du maraîchage. 400 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Votre objectif, c'était 1,5 million. Oui. C'est plus difficile que prévu alors? Non, c'est déjà génial, hein, parce qu'en 26 projets, c'est déjà 2 fois plus à mi-mandat que ce qui avait été fait sur tout le précédent mandat. Donc on voit qu'il y a une belle dynamique. Et en fait, l'idée de cette délibération qu'on a passée au dernier conseil métropolitain, c'était surtout de dire comment on peut encourager à faire plus. Et on a vu qu'il y avait certaines barrières pour aller plus loin, et en particulier, pour certains citoyens, c'est une dépense forte. Et donc comment la collectivité peut accompagner plus financièrement ces citoyens qui souhaitent se lancer dans ces projets. Et donc, on a décidé d'augmenter notre part de financement. On est passé de 40% à 80%. Puis, on a décidé d'augmenter le plafond, c'est-à-dire qu'on était limité à 10 000 euros de dépenses pour ces citoyens. Et on a augmenté à 20 000 euros. On a doublé la somme. Et on espère, grâce à ça, que certains projets qui étaient prêts à partir, mais qui avaient du mal à partir, puissent enfin se lancer. Et on aimerait bien, effectivement, que d'ici la fin du mandat, on fasse aussi bien, voire beaucoup mieux que ce qu'on a fait déjà depuis le début du mandat. Vous invitez aussi les copropriétés à s'y mettre et planter des arbres fruitiers. Exactement. En fait, on a envie que tous les acteurs se mettent en fait à végétaliser cette ville. On voit que c'est pas seulement des jardins. En fait, c'est aussi des espaces de sociabilité. Hein, souvent, les jardins partagés, c'est là où on se croise. Et puis, c'est des espaces d'îlots de fraîcheur. Quoi. Quand on a vu, par exemple, pendant la canicule, les derniers jardins qui se sont constitués, en fait, au départ, se servaient simplement à jardiner. Puis on voit que c'est des endroits de rendez-vous parce que c'est là où il fait frais, contrairement dans les appartements où il fait beaucoup plus chaud normalement. Mais est-ce que c'est bien sain de consommer des produits dans une agglomération qui est quand même très polluée? On voit qu'on n'a même plus le droit de consommer des œufs produits dans le sud de l'agglomération. On a le droit de manger les salades. Oui, surtout on accompagne les pratiques dans ces jardins, c'est-à-dire qu'on a aussi élaboré une charte de bonnes pratiques agricoles et donc on demande 0 intrant dans ces jardins, évidemment, pas d'intrant pour faire pousser les légumes. Donc on est sur des jardins qui n'est pas certifié bio, parce qu'on n'est pas dans une démarche professionnelle, mais qui prend les pratiques de l'agriculture biologique. Puis aussi, on a une démarche d'accompagnement de bonnes pratiques aussi sur de la gestion de l'eau. Vous parlez de la pollution, mais aussi on a un gros impact aussi en canicule en termes de raréfaction de l'eau. Et on voit que ces jardins ne sont pas encore dans des pratiques qui sont optimales. Donc on va les accompagner aussi financièrement pour qu'ils adaptent leur culture, pour qu'on ait une consommation juste de l'eau pour alimenter ces jardins. Mais les sols ne sont pas trop pollués, l'air n'est pas trop pollué? Et donc c'est une très bonne question, et c'est vrai que je n'y ai pas répondu, mais dans la délibération, il est aussi prévu d'accompagner, dès le départ du projet, d'identifier que les jardins où vont s'implanter ces jardins partagés ne sont pas pollués. Donc on fait des études de sol et on les prend en charge pour éviter justement d'avoir ces mauvaises surprises de pollution que vous évoquiez tout à l'heure. Autre délibération passée à la métropole et que vous avez portée, c'est
C'est le plan climat, enfin le plan climat air et énergie territorial. Ouais. Il avait été adopté en 2019. Vous souhaitez déjà le réviser? Qu'est-ce qu'il y avait urgence à changer dans ce plan climat? Bah déjà, il y a une urgence réglementaire, c'est-à-dire ça fait partie de la loi de revoir notre plan climat. Et puis, il y a aussi des objectifs qui ont changé, hein. Typiquement, dans l'ancien document qui avait été adopté, on était sur la réduction des gaz à effet de serre à moins 43%. Aujourd'hui, l'Europe et ses États membres fixent l'objectif de moins 55%. Donc, il y a une volonté de la métropole de s'aligner sur ces objectifs-là. Et puis ensuite, on a également une responsabilité d'anticiper. En fait, on voit très bien là que le climat s'affole. On a l'année 2023, hier, ça faisait les grands titres des journaux. Là, l'année la plus chaude jamais rencontrée en France. On voit les canicules qu'on vit dans notre chair cet été, par exemple. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui d'anticiper ces phénomènes-là et de revoir notre façon d'avancer sur ces sujets. Et un autre sujet qui est important aussi dans le plan climat, c'est d'amener cette notion d'adaptation. C'est-à-dire que le plan climat était très porté auparavant sur essayer d'atténuer, de réduire, etc. Aujourd'hui, on voit bien que finalement, l'environnement extérieur nous amène à avoir des conditions qu'on ne maîtrise pas et qu'on doit aujourd'hui anticiper. Et donc, comment on s'adapte à ces changements climatiques qui vont arriver. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette révision du plan climat. Mais concrètement, dans un plan climat, il n'y a aucun moyen nouveau qui est attribué. Donc ça sert à quoi? Alors non, le plan climat, il fixe des grands objectifs et puis surtout, il encadre une politique globale. Mais c'est vrai que depuis le début du mandat, on n'a pas attendu la révision du plan climat pour lancer des politiques publiques qui vont vers ces enjeux d'adaptation et de réduction du climat. Donc c'est aussi ça, le plan climat, il vient appuyer l'ensemble des politiques publiques qui sont déjà menées et donne un cadre qui permettra demain à d'autres politiques de continuer dans la démarche, quoi. L'objectif, c'est d'obtenir des moyens supplémentaires de Bruno Bernard sur la transition. Je crois que les la fin moyens du ont plan été climat. bien mis depuis le début du mandat, puisqu'on a quand même une programmation pluriannuelle d'investissement, par exemple, qui est orientée en grande majorité vers des enjeux de transition écologique. Donc il n'y en aura pas plus à l'issue des concertations sur ce plan climat. En tous les cas, toutes nos politiques, elles sont orientées là-dessus. Et puis, en gros, l'idée, c'est quand même d'arriver à avoir... c'est pas qu'une question de moyens aussi, hein, c'est une question de comment toutes nos politiques publiques s'orientent dans cette direction-là, quoi. Et donc, ce plan climat permet de mettre tout le monde dans la même direction. Ça, c'est aussi un plan important. Un mot sur la Cité internationale de la gastronomie, dont vous avez repris la gestion. Bon, c'était un projet que vous n'aviez pas prévu de gérer. Finalement, vous avez trouvé le modèle. On passe à un modèle public classique, 1 million d'euros investis chaque année par la métropole pour une exposition accessible au public et quelques animations. Déjà, ce qu'on a trouvé, c'est les habitants. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les habitants n'allaient pas dans ce lieu. Et là, aujourd'hui, on fait le bilan que plus de 50 000 visiteurs depuis la réouverture, il y a quasiment 1 an maintenant, de la cité, avec une exposition de qualité qui est reconnue. Plus de 90% des gens qui visitent cette cité déclarent que la qualité est au rendez-vous, qui sont même prêts à revenir revisiter la cité parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la visiter en totalité. Donc ce modèle-là, il montre qu'il y a eu un succès au rendez-vous et donc on souhaite continuer. Donc déjà l'Expo Banquet, la bonne nouvelle qui devait s'arrêter normalement dans quelques semaines, on a décidé de la prolonger vu l'enthousiasme qu'il y a autour de cette exposition. Elle va se prolonger jusqu'à la fin de l'année et on a décidé également de lancer, quelque part, il va y avoir un happening permanent au sein de cette cité. D'ici la fin de l'année, on a plus de 50 jours d'animation qui sont prévus à la Cité internationale de la gastronomie, des animations accessibles gratuitement pour les grands comme pour les petits. Mercredi dernier, par exemple, il y avait des animations prévues pour les plus jeunes. Et ces animations, elles vont avoir lieu tous les mercredis, quasiment toutes les vacances scolaires jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, on a aujourd'hui trouvé un modèle qui permet d'attirer les habitants qui boudaient jusqu'à présent à la Cité internationale de la gastronomie. Maintenant, notre grand défi, c'est de renouveler, c'est-à-dire d'avoir des propositions qui se renouvellent régulièrement. Et c'est ce sur quoi on travaille. Et d'ailleurs, on aura des annonces pour le remplacement de l'Expo Banquet très prochainement pour vous dire ce qu'on va avoir demain à la Cité comme nouvelle proposition. Une expo tous les ans, ça reste un lieu où on mange et on boit peu. Alors effectivement, et ça sera peut-être aussi une annonce qu'on vous réserve dans prochainement, mais il se pourrait que très prochainement, on puisse manger et déguster plus à la Cité de la gastronomie. Le marché idéal qui était installé dans l'hôtel-dieu avait annoncé sa fermeture. Il y a des solutions de remplacement? En fait, moi je disais toujours au début, quand on avait cette critique de on mange peu à la Cité, on a réouvert la Cité dans un contexte en fait, qui était très compliqué économiquement pour pas mal de restaurateurs, post-pandémie, crise liée à l'énergie, etc. Et il était inconcevable que nous, avec la Cité, on amène une offre concurrente à ce monde de la restauration. Donc ça a été
un positionnement clair et puis à assumer de ne pas avoir de restauration sur la cité à cette époque-là. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les restaurateurs qui étaient situés à très peu de mètres de la cité n'ont pas réussi à maintenir leur activité. Donc on n'était pas très loin de la vérité sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on voit qu'on pourrait amener dans cette cité une forme de restauration qui ne rentre pas en concurrence directe avec les restaurants à proximité. Et donc c'est ce sur quoi on travaille. On prend l'apéritif. On pourra prendre peut-être un peu plus que l'apéritif, je pense même. Bon, on vous réinvitera pour en reparler. Avec grand plaisir. Jérémy Camus, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.